Cela faisait presque 8 ans que je travaillais chez Dufresne & Associés, un cabinet de conseil parisien réputé pour sa rigueur et son expertise dans le secteur financier. Chaque matin, j'arrivais avant tout le monde, préparant méticuleusement les dossiers pour la journée, vérifiant les rapports et guidant les nouveaux consultants. Ce n'était pas un travail particulièrement glamour, mais j'y excellais. Plus important encore, j'étais devenu indispensable dans les négociations avec nos clients suisses et allemands, parlant couramment leur langue et comprenant leurs attentes implicites. Ce mardi de novembre, l'atmosphère au bureau était différente. Les regards fuyants, les conversations qui s'arrêtaient à mon approche, les sourires forcés de Mathilde, notre réceptionniste qui d'habitude me racontait les dernières frasques de son chat. Quelque chose n'allait pas, je le sentais dans l'air comme on sent l'orage avant qu'il n'éclate. À 11 heures, un message de Laurent, le directeur, m'a convoqué dans la salle de conférence. En y entrant, j'ai remarqué immédiatement une femme que je n'avais jamais vue, assise à côté de lui. Grande, élégante, à peine 30 ans, elle me fixait avec cette assurance froide de ceux qui n'ont jamais connu l'échec. « Voici Juliette Mercier, notre nouvelle directrice des opérations », a annoncé Laurent sans préambule. « Elle nous vient de l'ESSEC et a travaillé chez McKinsey. » J'ai serré sa main, notant au passage qu'elle ne portait pas son nom. Mercier, comme le fondateur de l'entreprise. La fille prodigue dont j'avais entendu parler revenait prendre sa place au sein de l'entreprise familiale. « Nous procédons à une restructuration, Thomas », a poursuivi Laurent, évitant soigneusement mon « regard ». Juliette a fait une analyse approfondie de nos opérations et nous devons optimiser nos ressources. La suite s'est déroulée comme un mauvais film. Le discours rodé sur la conjoncture économique difficile, la nécessité de s'adapter, de réduire les coûts. Des mots comme rationalisation et redéploiement stratégique flottaient dans l'air, masquant à peine la vérité brutale. J'étais licencié. Mais le projet Muller, je suis le seul contact qu'ils acceptent, ai-je objecté, faisant référence à notre plus gros client potentiel, un groupe allemand avec qui je négociais depuis des mois. Nous avons pensé à tout, a répondu Juliette avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Martin a un excellent niveau d'allemand et reprendra le dossier. Il est temps d'apporter du sang neuf à ce projet. Martin, mon assistant que j'avais formé depuis à peine 1 an, qui ne connaissait ni les subtilités culturelles allemandes, ni les détails complexes de ce contrat que j'avais méticuleusement construit brique par brique. Je n'ai rien dit. À quoi bon? La décision était prise, probablement depuis des semaines. J'ai simplement hoché la tête, refusant de leur donner la satisfaction de voir ma déception ou ma colère. Bonne chance, ai-je simplement dit en me levant, laissant dans l'air un silence inconfortable. En quittant le bâtiment, mon carton sous le bras, 8 années réduites à quelques photos, une tasse et un carnet, j'ai été frappé par l'indifférence de la ville. Le boulevard Haussmann continuait de grouiller de gens affairés. Les terrasses des cafés résonnaient de conversations animées, la vie poursuivait son cours. Mon monde venait de s'effondrer, mais Paris n'en avait cure. En montant dans le métro, ligne 9 direction Pont de Sèvres, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un soulagement. Comme si un poids invisible s'était évaporé. Je savais quelque chose que Juliette, avec tous ses diplômes prestigieux et son nom de famille, ignorait, la valeur de l'expérience, des relations humaines et le prix de la sous-estimation. J'avais été le cœur battant de cette entreprise pendant des années, et couper ce cœur ne serait pas la transition propre et efficace qu'elle imaginait. Ce soir-là, dans mon appartement du 15e arrondissement, j'ai ouvert une bouteille de Bourgogne que je gardais pour une occasion spéciale. Était-ce spécial, un licenciement? Peut-être pas comme je l'avais imaginé, mais ce vin méritait d'être bu, tout comme cette journée méritait d'être digérée. Assis sur mon balcon étroit qui donnait sur une cour intérieure paisible, j'observais les fenêtres illuminées des voisins, des vies parallèles, des histoires différentes. Certains rentraient tout juste du travail, d'autres préparaient le dîner. La routine continuait pour eux. Mon téléphone vibra. Un message de Caroline, ma collègue du service juridique. C'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Tu étais l'âme de cette boîte. Appelle-moi quand tu veux. J'ai failli l'appeler. Puis, j'ai hésité. Que pourrais-je lui dire? Que j'étais en colère, triste? La vérité, c'est que je ne savais pas encore ce que je ressentais. Le choc laissait progressivement place à une étrange clarté. Pendant des années,
J'avais consacré mes soirées, mes week-ends, parfois même mes vacances à Dufresne & Associés. J'avais annulé des dîners, reporté des voyages, négligé des amitiés. Pourquoi? Pour une entreprise qui pouvait me remplacer. En un claquement de doigts, comme si ces 8 années n'avaient été qu'une ligne sur un tableur Excel. J'ai songé à appeler Laurent directement, lui expliquer que le projet Müller était plus complexe qu'il ne le pensait, que les Allemands avaient des exigences particulières, qu'il m'avait fait confiance personnellement après des mois de travail. Mais quelque chose m'a retenu. Une petite voix intérieure qui murmurait « Laisse-les apprendre ». Au lieu de cela, j'ai sorti mon carnet d'adresses, celui que je tenais à jour méticuleusement depuis des années. J'ai commencé à noter des noms, des entreprises, des opportunités potentielles, des personnes qui m'avaient déjà approché par le passé, des clients qui avaient apprécié mon travail, des concurrents qui pourraient valoriser mon expertise. Vers minuit, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. « Thomas, c'est Philippe Renard. » Philippe Renard, directeur chez Berger Consultant, l'un de nos principaux concurrents. Comment avait-il su? J'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui, a-t-il poursuivi. Les nouvelles vont vite, dans notre milieu. J'aimerais qu'on se voie. Demain, si possible. J'ai accepté presque machinalement un rendez-vous à 9h dans un café près de l'Opéra. En raccrochant, j'ai ressenti un frisson d'excitation. Ce n'était pas de la joie, pas encore, mais une lueur d'espoir dans l'obscurité de cette journée. La nuit a été courte, peuplée de rêves fragmentés où je revivais la scène de mon licenciement, mais avec des variations. Dans certains, je ripostais brillamment. Dans d'autres, je quittais la pièce en silence, comme je l'avais fait en réalité. Au matin, en me préparant pour mon rendez-vous, j'ai remarqué que mes gestes étaient différents, plus lents, plus délibérés. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressé. Je n'avais pas à courir pour attraper le métro, à vérifier frénétiquement mes emails dès le réveil. Le café choisi par Philippe était élégant, sans être ostentatoire. Il m'attendait déjà un espresso devant lui, feuilletant le monde avec cette décontraction étudiée propre aux hommes de pouvoir. « Tommy !» m'a-t-il salué en se levant. « Merci d'être venu. » Notre conversation a duré près de 2 heures. Philippe ne tournait pas autour du pot. Il connaissait ma réputation, mon travail, et surtout, il connaissait le projet Müller. « Nous savons que vous étiez leur interlocuteur privilégié, » a-t-il expliqué. « Et nous savons aussi que, sans vous, Dufresne n'a aucune chance de conclure ce contrat. » Sa proposition était directe, rejoindre Berger Consultant comme directeur de clientèle, avec un salaire supérieur de 20% à celui que je touchais chez Dufresne, et la responsabilité de développer le portefeuille de clients germaniques. « Réfléchissez-y », a-t-il conclu en me tendant sa carte. Mais pas trop longtemps. Dans notre métier, les fenêtres d'opportunité se ferment vite. En rentrant chez moi, mon téléphone n'a cessé de vibrer. 3 autres appels de concurrents. 2 messages de clients qui avaient appris mon départ et s'inquiétaient de l'avenir de leur dossier. Et plus surprenant, un message de R. Müller lui-même, me demandant si nous pouvions parler. J'ai réalisé alors ce que Juliette Mercier n'avait pas compris. Dans notre métier, les relations ne sont pas transférables comme des dossiers. Elles se construisent avec le temps, la confiance, la fiabilité. On ne remplace pas 8 ans d'expertise et de connexion humaine par un diplôme prestigieux et un nom de famille. Le soir venu, assis à nouveau sur mon balcon, j'ai contemplé mes options avec un sentiment nouveau, la liberté. Pour la première fois depuis longtemps, mon avenir n'était pas tracé d'avance. Il m'appartenait entièrement. 3 jours après, mon licenciement. Mon téléphone s'est mis à sonner de façon frénétique dès 7 heures du matin. J'émergeais à peine du sommeil quand j'ai vu le nom s'afficher, Laurent Dufresne. J'ai laissé la sonnerie retentir dans le vide de mon appartement. Puis un message. « Thomas, il faut qu'on parle de toute urgence. Rappelle-moi dès que possible. » J'ai posé le téléphone et préparé mon café, prenant mon temps pour savourer ce rituel matinal que je bâclais auparavant. La veille, j'avais accepté l'offre de Philippe Renard. Je commencerai chez Berger Consultant dans 2 semaines, après un court répit bien mérité. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Marie, mon ancienne assistante. Sa voix trahissait une nervosité inhabituelle. « Thomas, c'est la panique totale ici. R. Müller a appelé hier pour annuler toutes les réunions prévues. Il a dit qu'il ne travaillerait qu'avec toi et personne d'autre. Martin a essayé de le convaincre,
mais ça a empiré les choses. Maintenant, Juliette est furieuse, et Laurent est enfermé dans son bureau depuis 1 heure. J'ai écouté en silence, une étrange sensation se répandant dans ma poitrine. Ce n'était pas de la satisfaction, plutôt une confirmation tranquille de ce que je savais déjà. « Je suis désolé, Marie », ai-je répondu doucement, « mais je ne travaille plus chez Dufresne. »« Tu ne comprends pas », a-t-elle insisté. « Ils veulent que tu reviennes. » Juliette a parlé d'une erreur stratégique et Laurent prépare une offre. Pour te réintégrer. Le projet Muller représente presque 1/3 de nos projections de croissance pour l'année prochaine. J'ai fermé les yeux, imaginant la scène au bureau. Les visages tendus, les accusations murmurées, la panique montante. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un élan de loyauté, l'envie d'aider ces personnes avec qui j'avais partagé tant d'années. Puis je me suis souvenu de la froideur avec laquelle on m'avait congédié, comme si mon dévouement n'avait été qu'un détail insignifiant. Je suis navré, Marie, mais j'ai déjà accepté un poste ailleurs. Un silence lourd a suivi, puis sa voix plus basse. « Chez Berger ? Je ne peux pas en parler pour l'instant. »« Je comprends, » a-t-elle murmuré. « À ta place, j'aurais fait pareil. » Après avoir raccroché, j'ai pris mon café, et je suis sorti marcher le long du canal Saint-Martin. Le ciel était d'un gris doux, typique des matins parisiens de novembre. Les péniches silencieuses glissaient sur l'eau, les joggeurs matinaux me dépassaient, les boulangers relevaient leurs rideaux métalliques. Cette ville que je connaissais par cœur me semblait soudain nouvelle, comme si je la découvrais avec un regard différent. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un email de R. Muller, bref, direct à son image. « Herr Lambert, j'ai appris votre départ de Dufresne & Associés. Notre collaboration a toujours été basée sur la confiance et l'efficacité. Si votre nouvelle situation professionnelle le permet, nous serions intéressés à poursuivre cette relation sous cette nouvelle forme. Bien cordialement, Klaus Müller. » J'ai souri malgré moi. Klaus Müller, réputé pour sa rigueur implacable et son exigence légendaire, venait de me faire le compliment le plus significatif de ma carrière. De retour chez moi, j'ai trouvé Laurent et Juliette qui m'attendaient devant ma porte. Laurent avait l'air épuisé, les traits tirés de quelqu'un qui n'a pas dormi. Juliette, elle, avait perdu cette assurance glaciale. Son regard fuyait le mien. « Thomas, » a commencé Laurent, la voix rauque, « nous avons besoin de parler. » Je les ai invités à entrer, plus par politesse que par envie. Dans mon salon modeste, ils semblaient déplacés, comme des figurines de luxe dans un décor ordinaire. « Nous avons commis une erreur, » a déclaré Laurent sans préambule. « Nous voulons que tu reviennes. Tu es crucial pour l'entreprise, spécialement pour le projet Muller. » Juliette a ajouté précipitamment, « Nous sommes prêts à revoir ton contrat. Un poste de directeur associé, une augmentation substantielle. » Je les ai regardés tour à tour, ces personnes qui, quelques jours plus tôt, m'avaient jugé dispensable. Maintenant, ils étaient là, dans mon appartement, offrant tout ce qu'ils auraient pu offrir avant, si seulement ils avaient reconnu ma valeur. « J'apprécie votre démarche, » ai-je dit calmement, « mais j'ai déjà accepté un poste ailleurs. » Laurent a pâli. « Où ? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. »« C'est Berger, n'est-ce pas ?» a demandé Juliette, son ton accusateur trahissant sa panique. « Tu vas emmener Muller avec toi ?» J'ai secoué la tête, non pas pour nier, mais pour signifier que cette conversation n'avait plus de sens. Ce n'est pas une question d'emmener qui que ce soit avec moi. Les relations d'affaires ne sont pas des objets qu'on déplace à volonté. Elles sont basées sur la confiance, le respect, la constance. Des valeurs qui semblent avoir été oubliées dans vos calculs d'optimisation. Ils sont partis une demi-heure plus tard, défaits, comprenant finalement l'ampleur de leur erreur. Je n'ai ressenti ni joie ni triomphe, juste une certaine mélancolie, pour ce qui aurait pu être si les choses avaient été différentes. Le lendemain, j'ai eu un long appel avec Philippe pour discuter de ma transition chez Berger. Pas une fois nous n'avons mentionné explicitement Muller ou d'autres clients potentiels. Nous n'en avions pas besoin. Nous savions tous deux que les relations suivent les personnes, pas les entreprises. Mon premier jour chez Berger Consultant avait quelque chose d'étrangement familier et totalement nouveau à la fois. Les bureaux, situés dans un immeuble haussmannien près de la place de la Madeleine, respiraient l'élégance discrète et le professionnalisme, loin du clinquant de certains cabinets qui compensent par le décor ce qui leur manque en substance. Philippe m'avait accueilli lui-même, me présentant à l'équipe avec une considération qui contrastait vivement avec mes derniers jours chez Dufresne. Thomas est un atout majeur pour notre expansion vers les marchés germaniques.
avait-il déclaré devant la vingtaine de consultants réunis dans la salle de conférence. Pas un mot sur mon ancien employeur, pas d'allusion mesquine. Une élégance qui en disait long sur la culture de cette entreprise. Mon bureau donnait sur une cour intérieure paisible. Sur le mur, une citation de Saint-Exupéry. « La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir des hommes. » Une philosophie qui me parlait plus que les slogans creux sur l'excellence et la performance qui tapissaient les murs de mon ancienne entreprise. Les premières semaines furent intenses. Il y avait tant à apprendre. Les méthodes, les clients, les procédures. Mais contrairement à ce que j'avais craint, on ne me demandait pas simplement d'appliquer un système préétabli. Philippe et son équipe étaient curieux de mes approches, de mes idées. « Si nous t'avons recruté, c'est pour ta vision, pas pour que tu deviennes un clone », m'avait expliqué Cécile, la directrice des ressources humaines, lors de notre premier entretien. Un mois après mon arrivée, Muller m'a contacté personnellement. Notre relation avait toujours été professionnelle, presque formelle, mais ce jour-là, il s'autorisa une rare confession. « Savez-vous pourquoi j'ai refusé de continuer ? Avec Dufresne après votre départ, Lambert, ce n'était pas par amitié, bien que je vous estime. C'était parce que vous étiez le seul à comprendre que pour nous, Allemands, un contrat n'est pas qu'un document juridique, c'est une promesse morale. » Cette phrase résonnait en moi alors que je préparais ma première présentation importante. Pour Berger, une stratégie d'expansion vers le marché allemand. J'avais passé des soirées entières à peaufiner chaque détail, chaque nuance, conscient que ma crédibilité se jouait sur ce projet. La veille de la présentation, alors que je travaillais tard dans mon bureau, Philippe est entré avec 2 tasses de café. « Nerveux pour demain ?» a-t-il demandé en s'asseyant face à moi. « Prudemment confiant », ai-je répondu, reprenant l'expression favorite de mon père. Il a souri. « J'ai reçu un appel de Laurent Dufresne aujourd'hui. » Mon cœur a fait un bond. Et il voulait savoir si nous serions intéressés par une collaboration sur certains projets. Apparemment, leur département international traverse une période difficile. J'ai assimilé l'information en silence. Alors, les conséquences de mon départ continuèrent de se faire sentir. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Marie, à mes autres anciens collègues qui n'avaient pas mérité d'être entraînés dans cette tourmente. « Qu'avez-vous répondu ?» ai-je demandé finalement. « Que nous étudierions toute proposition sérieuse », a-t-il dit en haussant les épaules. « C'est le business, Thomas. Aujourd'hui concurrent, demain partenaire. La rancune n'a pas sa place dans notre métier. » Cette nuit-là, rentrant chez moi par le boulevard des Italiens, j'ai médité sur ces paroles. La rancune n'avait-elle vraiment pas sa place? Une partie de moi, la partie blessée, humiliée, voulait voir Dufresne et Associés s'effondrer, voulait que Juliette comprenne pleinement les conséquences de sa décision hâtive. Mais une autre partie, plus calme, plus mature peut-être, reconnaissait la sagesse des mots de Philippe. Mon téléphone a vibré. Un message de Sylvie, une ancienne collègue. « Félicitations pour ton nouveau poste. Tu nous manques ici. Les choses ne sont plus les mêmes. » Accompagné d'une photo de l'équipe lors de notre dernier séminaire d'entreprise à Deauville. Des visages souriants, des verres levés, l'insouciance de ceux qui ignorent que tout peut basculer en un instant. J'ai ressenti un pincement au cœur. Ces personnes n'étaient pas juste des collègues, elles avaient été, d'une certaine façon, une famille. Fallait-il les abandonner entièrement à cause des erreurs de leurs dirigeants? Le lendemain, ma présentation fut un succès retentissant. Les stratégies que j'avais élaborées, basées sur une compréhension profonde de la culture d'affaires allemande, avaient impressionné non seulement Philippe et le comité de direction, mais aussi les investisseurs présents. « C'est exactement pour ça que nous t'avons recruté », m'a dit Philippe en me raccompagnant à mon bureau. « Tu ne vends pas juste des services, tu construis des ponts entre des cultures. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais imaginé. Pour la première fois depuis mon licenciement, j'ai senti que j'avais trouvé ma place. Non pas à l'ombre d'une entreprise familiale où le nom comptait plus que le mérite, mais dans un environnement où mes compétences étaient véritablement valorisées. Pourtant, la photo envoyée par Sylvie restait affichée sur mon téléphone, comme un rappel silencieux d'un chapitre inachevé. Un mardi matin d'avril, alors que le printemps parisien commençait timidement à s'installer, j'ai reçu un appel qui allait bouleverser l'équilibre précaire que j'avais construit ces derniers mois. « Thomas, c'est Marie. » Sa voix trahissait une urgence inhabituelle. Nous étions restés en contact sporadiquement depuis mon départ de Dufresne,
mais jamais elle ne m'avait appelé à 7h30 du matin. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, instantanément alerte. « C'est Laurent, il a fait un malaise hier soir en pleine réunion. Il parle d'épuisement sévère, peut-être un burn-out. » Sa voix se brisa légèrement. Les médecins lui ont ordonné un arrêt complet, 3 mois minimum. J'ai fermé les yeux, visualisant Laurent toujours impeccable dans ses costumes sur mesure, s'effondrant devant ses collaborateurs. Malgré nos différends, cette image que me serrait le cœur. « Et Juliette ?» ai-je demandé, sachant qu'en tant que directrice des opérations, elle serait logiquement celle qui prendrait les rênes. Un silence. « Elle est dépassée, Thomas. Depuis ton départ, le projet Muller n'est pas le seul à avoir capoté. 3 autres clients majeurs ont réduit leurs engagements. Les associés sont nerveux, les équipes sont démotivées. J'ai senti venir ce qui allait suivre, avant même qu'elle ne le formule. Ils vont organiser une réunion extraordinaire du conseil, et ton nom circule comme possible, consultant externe pour gérer la crise. » Un rire incrédule m'a échappé. Ils me virent comme un pion inutile, et maintenant ils veulent que je revienne les sauver ? Ce n'est pas si simple, a murmuré Marie. Laurent a reconnu son erreur, enfin, leur erreur. Mais c'est lui qui a insisté pour ton nom, avant même. Son malaise. Il disait que tu étais le seul à pouvoir redresser la barre. Cette conversation m'a poursuivi toute la journée, comme une ombre tenace. Dans les couloirs feutrés de Berger, où ma réputation ne cessait de croître, je me surprenais à penser à mes anciens collègues, à cette entreprise qui avait été mon quotidien pendant presque une décennie. À midi, Philippe m'a convoqué, dans son bureau. Un pressentiment m'a traversé. Avait-il eu vent de cet appel ? « J'ai reçu une demande inhabituelle ce matin », a-t-il commencé, me confirmant aussitôt mes soupçons. « De la part du conseil d'administration de Dufresne & Associés. » Il m'a observé attentivement, cherchant ma réaction. « Il souhaite te emprunter comme consultant stratégique pendant 3 mois, le temps que Laurent Dufresne se rétablisse. Apparemment, il traverse une passe difficile. » J'ai gardé un visage neutre, mais mon esprit tourbillonnait. « Et quelle est votre position ?» Philippe a souri, ce sourire énigmatique qui le caractérisait. « Ma position officielle est que toute décision revient à l'employé concerné. Ma position personnelle, il a fait une pause calculée. Je crois aux deuxièmes chances, pas au retour en arrière. En rentrant ce soir-là, j'ai pris un détour inhabituel. Mes pas m'ont mené vers le siège de Dufresne & Associés, cet immeuble élégant du 8e arrondissement où j'avais passé tant d'heures. Les lumières brillaient encore à plusieurs étages, témoignant des journées interminables que je connaissais trop bien. Un mouvement a attiré mon attention. Juliette Mercier, sortant seule du bâtiment. Sans son assurance habituelle, les épaules voûtées, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Nos regards se sont croisés brièvement. Elle a hésité, comme pour s'approcher, puis a détourné les yeux et s'est engouffrée dans un taxi. J'ai poursuivi ma route, l'esprit en ébullition. La satisfaction mesquine que j'aurais pu ressentir face à leurs difficultés s'était évanouie à la vue de cette femme visiblement brisée. La vengeance, même passive, avait un goût plus amer que je ne l'aurais imaginé. Le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous avec Philippe pour discuter de cette proposition. À ma surprise, il a suggéré un déjeuner hors du bureau, dans une petite brasserie de la rue du Bac que nous fréquentions occasionnellement. « Tu as pris ta décision ?» a-t-il demandé après que nous ayons commandé. « Je suis partagé, ai-je admis. Une partie de moi veut les aider, pas pour eux, mais pour les équipes, pour les projets que j'ai contribué à construire. » Philippe a hoché la tête compréhensif. « Et l'autre partie ?» L'autre partie me rappelle comment ils m'ont traité, me dit que ce serait naïf, peut-être même masochiste, de retourner là-bas, même temporairement. « Tu sais ce que je vois, moi ?» a-t-il dit en se penchant légèrement. « Une opportunité exceptionnelle de croissance personnelle. Peu de personnes ont la chance de revenir en position de force là où elles ont été injustement traitées. » Ces paroles ont fait écho en moi. Il ne parlait pas de revanche, mais de rédemption. Pas la leur, mais la mienne. « Si tu acceptes, » a-t-il poursuivi, « ce sera sous le chapeau de Berger. Un contrat de consultation clair avec des objectifs définis. Tu n'y retournes pas comme un employé repentant, mais comme un expert externe qu'ils ont dû supplier de revenir. » La proposition était tentante, formulée ainsi, mais une question me taraudait encore. Pourquoi accepteriez-vous de me prêter à un concurrent direct? Le sourire de Philippe s'est élargi. Pour 3 raisons, Thomas. Premièrement, cela renforce notre réputation d'excellence
si nos consultants sont sollicités ainsi. Deuxièmement, cela nous donne un aperçu précieux de leurs opérations internes. Et troisièmement, il a marqué une pause, me regardant droit dans les yeux. Je sais que cette expérience te rendra encore plus précieux pour nous après. J'ai médité ces mots en dégustant mon plat. L'offre était intelligemment structurée, protégeant à la fois mes intérêts et ceux de Berger. Mais au-delà des considérations professionnelles, une question plus profonde se posait. Étais-je prêt à affronter ce passé que j'avais tenté de laisser derrière moi? Ma première journée de retour chez Dufresne & Associés avait quelque chose de surréaliste. J'étais assis dans la même salle de conférence où 6 mois plus tôt on m'avait annoncé mon licenciement. Mais aujourd'hui, c'était moi qui menais la réunion, face à des visages où se lisait mélange d'espoir et d'embarras. Juliette était assise au fond, silencieuse. Nos interactions s'étaient limitées à une poignée de main froide et quelques phrases formelles. Les conditions de mon intervention, soigneusement négociées par Philippe, étaient claires. J'avais toute latitude pour réorganiser les opérations internationales avec un accès complet au dossier et une autorité temporaire sur les équipes concernées. Notre priorité est de stabiliser les relations avec nos clients existants. Ai-je commencé, volontairement détaché. Pas de promesses irréalistes, pas de solutions miracles. Juste un retour aux fondamentaux. L'écoute, la transparence, l'excellence opérationnelle. Certains hochaient la tête avec vigueur, d'autres prenaient frénétiquement des notes. J'ai remarqué des visages nouveaux, des jeunes consultants probablement recrutés après mon départ. Ils ne savaient rien de mon histoire avec cette entreprise, ne voyaient en moi que le consultant externe venu pour résoudre une crise. Les semaines qui ont suivi ont été intenses. J'ai découvert l'ampleur des dégâts, des procédures inutilement complexifiées, des équipes cloisonnées, une communication défaillante avec les clients internationaux. Juliette avait voulu imposer sa marque trop rapidement, sans comprendre les subtilités du terrain. Un soir, alors que je travaillais tard dans un bureau temporaire, elle est apparue à ma porte, tenant 2 tasses de thé. « Puis-je » a-t-elle demandé, hésitante. J'ai acquiescé, curieux de cette démarche inhabituelle. Elle a posé une tasse devant moi et s'est assise, visiblement mal à l'aise. « Je te dois des excuses, Thomas. » Sincère et sans réserve. J'ai attendu, ne facilitant pas sa tâche. Quand je suis arrivé, j'étais obsédé par l'idée de prouver ma valeur, de montrer que je n'étais pas juste la fille d'eux. J'ai confondu changement et amélioration, autorité et leadership. Elle a fait tourner sa tasse entre ses mains, cherchant ses mots. Je n'ai pas pris le temps de comprendre ce qui fonctionnait déjà, qui était important, qui était indispensable. Son humilité m'a désarmé. Je m'étais préparé à la froideur, à l'hostilité, peut-être même au sabotage subtil, pas à cette confession à cœur ouvert. L'entreprise traverse une période critique, ai-je répondu prudemment. L'important maintenant est de redresser la barre. Ce n'est pas juste professionnel pour moi, a-t-elle insisté. Cette entreprise, c'est l'héritage de mon père, de mon grand-père. Quand j'ai vu les conséquences de mes décisions, j'ai compris que la responsabilité va bien au-delà des chiffres sur un bilan. Cette conversation a marqué un tournant. Dans les jours qui ont suivi, Juliette s'est montrée étonnamment réceptive, parfois même humble. Loin de s'opposer à mes recommandations, elle s'engageait activement pour faciliter leur mise en œuvre. À mi-parcours de ma mission, je fus invité à l'hôpital pour rencontrer Laurent. Son état s'était amélioré, mais il restait fragile, les traits creusés par l'épuisement et l'anxiété. « Je ne sais comment te remercier, » m'a-t-il dit, serrant ma main avec une émotion inhabituelle. Revenir après la façon dont nous t'avons traité, cela témoigne d'une grandeur d'âme que peu posséderaient. Je ne l'ai pas fait pour vous, ai-je admis franchement. Je l'ai fait pour les équipes, pour les projets que j'avais contribué à bâtir. Il a acquiescé, compréhensif. Quelles que soient tes raisons, tu nous as donné une leçon d'humilité et de professionnalisme, une leçon que nous n'oublierons pas. Cette période de retour chez Dufresne m'a appris plus sur moi-même que toutes mes années précédentes. J'ai découvert que la vraie force ne réside pas dans la revanche, mais dans la capacité à transcender les blessures du passé sans les oublier. Que l'on peut aider ceux qui nous ont fait du mal sans pour autant se diminuer. Petit à petit, j'ai vu l'entreprise retrouver son équilibre. Plusieurs clients, dont Herr Müller, ont accepté de renouer des liens grâce à ma médiation. Les équipes ont retrouvé une dynamique positive, libérées des tensions accumulées. Le dernier jour de ma mission,
Une petite réception fut organisée dans le salon principal du siège. L'ambiance était chaleureuse, détendue, bien loin de l'atmosphère tendue qui régnait à mon arrivée. Juliette a pris la parole, sobrement, élégante dans un tailleur bleu marine. « Thomas nous a rappelé quelque chose d'essentiel », a-t-elle déclaré. « Qu'une entreprise n'est pas qu'une structure, des processus ou des bilans financiers. C'est avant tout un ensemble de relations humaines, de connaissances partagées, de confiance construite jour après jour. » Ces mots résonnaient étrangement avec mes propres réflexions. Puis, à ma grande surprise, elle a poursuivi « C'est pourquoi j'ai une annonce à faire. » Suite à cette expérience, nous allons créer un nouveau poste de directeur des relations internationales avec un siège au conseil d'administration. Et nous espérons, Thomas, que tu accepteras de rejoindre notre conseil en tant que consultant permanent, tout en poursuivant ta carrière chez Berger. Des applaudissements ont éclaté, accompagnés de regards expectatifs tournés vers moi. Je sentais la sincérité de cette offre, non pas une tentative désespérée de me récupérer, mais une reconnaissance authentique de ma valeur et de ma contribution. Plus tard, en discutant avec Philippe de cette proposition, j'ai été à nouveau surpris par sa réaction. « Tu devrais accepter », a-t-il dit simplement. « Ce serait bénéfique pour toutes les parties concernées. » Même pour Berger, aider un concurrent? Il a souri ce sourire sagace qui lui était propre. « Thomas, dans notre métier, il n'y a pas de situation où tout le monde perd. Soit tout le monde gagne un peu, soit personne ne gagne vraiment. Cette collaboration pourrait ouvrir des portes inattendues. » En quittant son bureau, j'ai compris que la véritable victoire n'était pas d'avoir prouvé mon indispensabilité à ceux qui en avaient douté. C'était d'avoir découvert que je pouvais reconstruire, transformer, évoluer, que je n'étais pas défini par un poste, une entreprise ou un titre. En traversant le jardin du Luxembourg ce soir-là, observant les derniers rayons du soleil caresser les façades parisiennes, j'ai ressenti une sérénité nouvelle. Le chemin parcouru depuis ce jour de novembre où j'avais quitté Dufresne, mon carton sous le bras, semblait incroyablement long. Pourtant, au fond, tout s'était déroulé exactement comme il le fallait. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Juliette. Il était temps de discuter de l'avenir, non pas comme un employé blessé ou un consultant externe, mais comme un professionnel qui avait trouvé sa véritable valeur, au-delà des titres et des affiliations.